au micro de Zetounion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RSL Radio. Je précise que cet entretien a été enregistré le vendredi 30 janvier 2026. Bonjour Laura Seguin, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Timothée, merci pour cette invitation, merci à RSL. Alors tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter, votre nom bien sûr, votre âge, votre métier et vos passions si vous en avez rapidement pour mieux vous connaître. Donc, je m'appelle Laura Seguin, j'ai 37 ans. Je suis chercheur en sociologie. Je travaille sur des questions d'environnement, de politique environnementale et en particulier de relations avec les questions de démocratie. Comment on implique les habitants, les citoyens dans la construction des politiques environnementales, dans la protection des ressources, en particulier l'eau, qui est au cœur de mes sujets de recherche. Et j'habite à Sète depuis un certain nombre d'années. J'y ai fondé une famille. Ma fille fréquente une école sétoise. Et je me suis beaucoup investie dans la politique locale depuis notamment 2020, les dernières élections municipales. Vous en avez un petit peu parlé de Sète là, dans votre présentation. Quel est votre lien avec Sète et pourquoi avoir choisi Sète, tout simplement ? Ouais, j'ai choisi Sète, c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde c'est de choisir, choisir la ville dans laquelle on veut vivre, on veut fonder une famille, s'épanouir, voir grandir ses proches. Et j'ai choisi Sète parce que quand je suis arrivée à Sète, un petit peu par hasard, je l'avoue, je suis vraiment tombée sous le charme de cette ville, de son caractère populaire, de son caractère aussi de ses festivités, de son caractère singulier forcément, et puis des paysages qui l'entourent aussi, avec l'étang de Thau que j'adore, sur lequel je vais très souvent me baigner avec ma famille ou avec mes amis. Et j'ai choisi d'y rester. J'ai fini par trouver un travail. J'ai fini par y rencontrer mon conjoint d'aujourd'hui. Et c'est vraiment un choix de cœur. Aujourd'hui, les jeunes, on va parler bien sûr de votre candidature aux élections municipales de la ville de Sète. Aujourd'hui, après avoir longuement discuté avec les jeunes notamment, ils sont souvent désintéressés de la politique, peu importe l'élection. Ils trouvent qu'il n'y a pas de changement concret, que c'est parfois beaucoup trop théâtralisé, qu'il n'y a plus aujourd'hui de réelle conviction comme à l'époque. Que leur diriez-vous, Laura Seguin, pour les motiver et pour qu'ils se déplacent le 15 mars dans un premier temps, 15 mars 2026, je le rappelle, pour aller voter pour vous, en tout cas aux élections municipales? Moi, déjà, je leur dis que je comprends leur manque de confiance et je comprends pourquoi ils se sont détachés de la politique aujourd'hui, parce que moi-même, j'ai été souvent déçue par les différents gouvernements, notamment à l'échelle nationale, qui n'ont pas fait avancer les questions qui intéressent les jeunes, comme l'accès au logement, l'avenir, l'emploi, les formations. Et puis, on a une jeunesse aujourd'hui qui se situe parfois dans des conditions très précaires, qui connaissent des difficultés pour vivre au quotidien. Et ils voient que les politiques n'arrivent pas à répondre à ces questions-là, à leurs conditions de vie, d'emploi, de formation. Donc c'est clair que je comprends pourquoi ils s'en détournent. Par contre, je veux leur dire que les élections municipales, c'est quand même très particulier parce que ça peut changer concrètement leurs conditions de vie à Sète, dans leur commune. Notamment, on va le développer tout à l'heure, pour l'accès au logement, en particulier pour les jeunes qui ont été progressivement chassés de Sète, pour la formation, pour l'emploi local, pour leur avenir ici à Sète. Et ça, c'est très important parce que on n'a pas l'impression, mais une ville, une agglomération, ça peut avoir des conséquences très importantes sur plein de choses du quotidien. Alors, si on devait retenir, j'ai vu vos propositions, notamment sur le logement, mais on y reviendra tout à l'heure, un petit peu plus tard dans l'entretien. Si on devait retenir comme ça 3 grosses idées, parce que les jeunes, ils aiment bien le concret. 3 changements, pas en 2026 pour le coup, mais en 2032, à la fin de votre premier mandat, qu'est-ce qui aura changé concrètement sur le terrain avec Laura Seguin, mais surtout votre équipe? Voilà, toute l'équipe qui sera mise en place au niveau municipal. Ouais, je crois que ce qui aura changé de manière majeure, c'est l'accès au logement pour les jeunes.
parce que clairement, on a, avec notre politique de logement actuelle qui a été développée par l'équipe de Comène et aujourd'hui son successeur, ça a conduit à pousser les jeunes, pousser les travailleurs, pousser les familles dehors. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se loger à 7 dans des conditions décentes, dignes, quels que soient ses revenus. Nous, on propose des solutions très concrètes et pas très coûteuses d'ailleurs pour remettre du logement accessible à l'année, quelles que soient ses conditions de revenus. Donc ça aura changé. Notamment, on va sûrement le développer tout à l'heure par la régulation des meublés de tourisme, des résidences secondaires qui ont pris trop de place dans notre ville. Ça, c'est une des premières choses qui va changer. Deuxième chose, je pense que c'est nos mesures sur la formation, les études supérieures, les études aussi techniques et l'emploi local. C'est aussi pour les jeunes. C'est aussi pour les jeunes, oui. Bien sûr. On a des propositions très concrètes dans le développement, le fait de favoriser le développement de filières d'études après-bac pour que les jeunes puissent rester étudier à 7. Il y a déjà un pôle Michel Veil qui existe, mais il faut le renforcer par des filières. On a des propositions concrètes. Et puis l'emploi local. Nous, on proposera de réserver l'entrée est de 7, le quartier est, au développement de l'emploi, de l'activité économique pour donner des perspectives d'avenir à la jeunesse. Après, on aura des propositions aussi très concrètes sur le sport et sur la culture. On y reviendra tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Le logement, sur le terrain, quand on parle avec les gens, c'est le sujet qui revient le plus souvent. Oui. C'est le sujet numéro 1 à 7. Beaucoup de débats sur le logement. Aujourd'hui, c'est difficile de se loger à 7. Alors, il y a la question des HLM, il y a la question des logements Airbnb. Il y a aussi la difficulté de trouver les moyens, d'avoir les moyens de pouvoir acheter et même de louer sur 7 pour un jeune couple en bas âge avec notamment un jeune enfant. Vos propositions pour la jeunesse, on va d'abord commencer. Il y a 3 grandes thématiques sur le logement. On commence d'abord sur le fait de pouvoir se loger. Comment pouvoir se loger rapidement et de pouvoir augmenter tout simplement l'offre, mais toute l'année. Voilà. Ça, c'est une mesure vraiment phare de notre programme. C'est effectivement réguler enfin les résidences secondaires et les meublés de tourisme qui sont en fait responsables du fait que le logement est aujourd'hui rare et donc cher. Parce que les loyers, ils ont explosé de plus de 40% en 10 années. C'est énorme et ça empêche les jeunes en particulier, les familles, les travailleurs à 7 de se loger. Et d'ailleurs, c'est dommage pour l'économie locale parce qu'on a des gens qui travaillent à 7 mais qui n'habitent pas à 7, qui n'arrivent pas à se loger à 7 et qui tous les jours font les navettes pour venir travailler ici. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de réguler ces résidences secondaires, réguler ce qu'on appelle les meublés de tourisme qu'on retrouve sur les plateformes Airbnb. C'est-à-dire, quand on considère que dans un quartier, il y en a trop, c'est-à-dire il y en a trop, ça veut dire que ça rend les conditions pour se loger plus possibles. C'est-à-dire, on dépasse un seuil qui permet aux gens de se loger convenablement. Aujourd'hui, à 7, on a 22% de résidences secondaires, c'est trop. Si on ajoute les 10% de logements vacants, c'est quand même 30% du logement qui n'est pas accessible à l'année. Donc on instaurera des quotas, et ça nous est maintenant accessible, disponible réglementairement, depuis qu'il y a une loi qui est passée, qui a été votée par le gouvernement. C'est-à-dire que maintenant, les autorisations de changement d'usage d'un logement en meublé de tourisme, eh bien, on régulera. On dira oui ou non, ce logement passe en meublé de tourisme. Et à ce moment-là, ça permettra de remettre sur le marché à l'année du logement, de la location pour les jeunes, pour les familles. Au niveau des HLM, on a beaucoup parlé ces derniers temps de la loi, de la réglementation. La loi impose sur une construction 30% de logements HLM. Certains candidats, pas forcément à 7, d'ailleurs ça n'a pas été le cas dans les candidats de 7, mais dans certaines autres villes, certains se vantent pendant la campagne de ne pas respecter cette règle une fois élue. Est-ce que vous allez respecter cette règle ? Donc c'est-à-dire 30%, voire même plus. Ah, bien sûr, on respectera cette règle et on réfléchira évidemment à l'échelle de l'agglo, cette règle, parce qu'il y a de forts déficits de production de logements sociaux dans certaines communes de l'agglomération. Et donc, il faut que ça se pense globalement à l'échelle de l'agglomération. C'est vrai que le logement social, c'est un vrai sujet parce qu'il y a à peu près 8% des demandes de logements sociaux qui aujourd'hui trouvent une réponse satisfaisante. Donc, c'est quand même très peu. Donc, il va falloir continuer à construire du logement social et notamment du logement social réellement adapté au type de revenus des familles.
familles, parce qu'on sait qu'il y a des revenus très très bas qui ont besoin de logement social et qui n'en trouvent pas actuellement. C'est le reflet du taux de pauvreté de la ville, qui est à 25% actuellement, donc c'est énorme. Et puis, on n'a pas suffisamment construit aussi de T4 et de T5, donc il faut adapter le logement social au type de famille qu'on a sur notre territoire. Donc oui, il faudra continuer à en produire. Et pour les jeunes, on pourra inclure dans le parc social, pour répondre aux besoins des jeunes, des logements étudiants, notamment en proximité du pôle Michel Veil, mais aussi, pourquoi pas, à l'entrée est de Sète, qui n'est pas très loin de ce pôle de formation. Le deuxième sujet sur le terrain qui revient le plus, et notamment avec les jeunes, mais pas seulement, toutes les générations, c'est le parking Aristide-Briand et sa place. Bon, il y a eu énormément de débats, il y a eu une association qui s'est levée contre ce parking. À l'heure actuelle, le parking il est quasiment terminé, il sera sans doute inauguré dans les prochaines semaines, potentiellement prochains mois, mais normalement prochaines semaines. Il y a une place au-dessus, une place où beaucoup de Sétoises et de Sétois ont appris à marcher, ont appris à faire du vélo, ont fait des rencontres amicales ou amoureuses notamment. C'est une place centrale du centre-ville de la ville de Sète, c'est la place des Sétois. Qu'est-ce qui va changer sur cette place? Qu'est-ce qu'il y aura sur cette place-là avec Laura Seguin élue? Avant de parler de la place et du parking Aristide-Briand, je veux parler des parkings de manière générale, parce qu'on est là face à une politique d'aspirateur à voiture dans le centre-ville qu'il faut arrêter absolument. On a besoin de retrouver de l'air et du verre en ville, et ça passe par garer les parkings, garer les voitures, notamment les voitures des visiteurs, ceux qui visitent notre ville, à l'extérieur de la ville. Donc créer des parkings relais à l'extérieur de la ville, reliés par le centre-ville, par des transports en commun et des navettes sur les canaux toute l'année. C'est ce que nous proposons. La gestion des parkings, c'est une question qu'il faut regarder de très près, parce que la question de la rentabilité de ces parkings qu'on a construits dans le centre-ville, elle pose vraiment question. Parmi les parkings qu'on a construits, il n'y en a qu'un seul qui est véritablement rentable. C'est le parking au-dessus des marchés. Sinon, tous les autres parkings, le parking du Canal, le parking Victor Hugo, on n'a pas suffisamment de remplissage pour qu'ils soient vraiment rentables. Le parking du Canal, il y a eu des défauts d'entretien, ce qui fait qu'on a dû beaucoup investir quand on l'a repris au privé. Donc, en fait, aucun des parkings n'est rentable parce qu'on n'arrive pas à les remplir. Donc, pourquoi on est allé construire un autre parking à proximité de ceux-là? Moi, je défie les autres candidats de me prouver que ce parking Aristide-Briand, ils vont arriver à le rentabiliser. J'en doute fortement. Donc nous, ce que nous proposons déjà, c'est de mettre fin à cette politique de construction des parkings dans le cœur de ville. Ça veut dire que le parking encore prévu à la consigne, on ne le fera pas. Ça veut dire que le parking prévu au garage Renault à côté du Miam, on ne le fera pas non plus. Ça veut dire que l'argent, les 25 millions qu'on donne en aide directe à la SPLBT pour la construction de ces parkings, on en récupérera une partie pour le réinvestir ailleurs dans des mobilités douces, dans du cheminement piéton, des pistes cyclables, etc. Donc déjà, nous, on changera de politique par rapport au stationnement. Ensuite, maintenant, le parking et la place Aristide-Briand, parce que c'était le cœur de la question, mais il faut que ça se pense globalement avec l'ensemble des politiques de mobilité. Plus largement, les parkings de la ville. Ouais. Le parking et la place Aristide-Briand, c'est quand même le symbole d'un projet dans lequel il y a eu un manque flagrant de dialogue, d'écoute, de démocratie. C'est un projet qui écologiquement ne tient pas la route. C'est un projet qui financièrement ne tient pas la route. On était à 8,5 millions au départ. On en est maintenant, on a doublé le budget. Et encore, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, parce que je veux le dire aussi aux riverains qui en ont marre des travaux, c'est qu'il y a encore des travaux prévus pour la sortie du parking. Donc on en a encore bien pour 2 ans de travaux selon le plan actuel de l'équipe en place. 2 ans de travaux, et on ne sait pas exactement la facture du coup à la fin, puisqu'elle ne fait qu'augmenter chaque année. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est déjà faire la transparence sur ce projet. Un audit, une expertise indépendante sur les coûts réels, sur les impacts en termes de création d'îlots de chaleur sur cette place, du fait qu'on a bétonné toute la place, sur la perturbation de l'eau souterraine et les impacts éventuels sur les bâtiments environnants. Donc déjà, à faire la transparence, à avoir de la connaissance suffisamment claire et précise de l'état des lieux. Ensuite, à partir de ça, nous organiserons une grande concertation citoyenne avec les habitants pour décider de l'avenir à la fois de la place et de l'ouvrage. Moi, je suis ouverte à la discussion. Je considère qu'on ne peut sortir que par le haut
de cette gabegie par une concertation citoyenne, par de la démocratie, par enfin du dialogue pour savoir ce que l'on veut en faire. Et ce dialogue, on proposera de l'accompagner par des experts, des urbanistes, des architectes qui pourront ouvrir en fait plusieurs possibilités, plusieurs scénarios pour cette place et pour cet ouvrage. Cette place, évidemment, on veut en refaire un espace, comme vous le disiez, de rencontre, de convivialité, un espace ouvert à la vie sociale, culturelle, pour les Sétois, pour se rencontrer, et un espace arboré. Et ça va être un vrai défi technique. Vous venez en quelque sorte un petit peu de définir la démocratie participative, mais on y reviendra tout à l'heure. Sujet aussi incroyablement important à Sète, puisque Sète possède une richesse culturelle incroyable et assez diverse. Simple question, quelles sont vos propositions pour la culture ? La culture à Sète, c'est sûr, c'est une richesse. Il y a plein d'associations, plein d'événements, plein de lieux culturels, plein de concerts, plein de festivals. Et ça, c'est une richesse qu'on veut évidemment préserver, s'appuyer sur ces atouts-là qui font aussi la renommée de notre ville et puis le quotidien aussi de notre vie à Sète. Déjà, je veux dire que nous, on accompagnera et avec force les acteurs de la culture qui sont actuellement menacés par des coupes budgétaires, par les budgets, la rigueur qui est mise dans les politiques publiques de notre gouvernement. Et ça, c'est clair qu'il faudra encourager ces acteurs-là pour faire vivre la culture. On pourra être une sorte de bouclier local pour les acteurs de la culture. La culture à Sète, on a plusieurs propositions sur notamment les travailleurs de la culture, parce qu'en fait, c'est souvent aussi des travailleurs qui vivent dans des conditions pas toujours très faciles. Donc, par exemple, les ateliers d'artistes municipaux, on propose évidemment de les pérenniser, voire de les développer, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de créateurs, de plasticiens qui sont sur liste d'attente pour accéder à ces ateliers. Donc, on proposera de voir où on peut trouver dans la ville d'autres lieux pour les développer. La culture, on la considère aussi comme une culture un peu du quotidien dans tous les quartiers. On a fait le constat qu'il y avait des quartiers qui étaient un peu sous-dotés, on va dire, en offres culturelles, en lieux de culture, et voire où la culture est parfois absente dans la vie de quartier. Donc, on a tout un panel de propositions pour recréer des lieux où les habitants viennent pratiquer l'art, pratiquer la culture, organiser des événements dans tous les quartiers. Et puis, la culture, on en parlera certainement parce que je crois qu'on va parler de la Saint-Louis, mais c'est aussi les traditions vivantes de Sète. Donc, évidemment, on s'inscrit dans la défense de ces traditions, que ce soit les voiles latines, les traditions maritimes, les joutes, la Saint-Louis. On aura des propositions aussi sur ces thématiques-là. Et puis, il y a des lieux qu'il faudra sans doute repenser pour répondre mieux aux besoins des habitants. Nous, on l'a dit plusieurs fois en conseil municipal, on considère que la passerelle est un lieu qui ne devrait pas être géré par le CCAS, dont ce n'est pas le métier. Donc, on proposera une forme de gouvernance, de gestion de ce lieu qui implique davantage les habitants et l'ensemble des acteurs culturels de la ville. Voilà. Cette ville sportive, ville même très sportive, développement, proposition, constat sur l'état du sport à Sète. Ouais. Oui, ville très sportive, beaucoup d'associations, encore une fois, que ce soit sur le sport ou la culture, il faut féliciter et reconnaître le travail de toutes ces associations qui font vivre ces dimensions essentielles de notre vie quotidienne à Sète. Sur le sport, pareil, comme la culture, on pense qu'il y a des choses à faire sur le sport au quotidien. Et notamment, on a reçu pas mal de retours des jeunes Sétois qui nous disent qu'il n'y a pas suffisamment de sport de rue, sport urbain, city-stade, skatepark, un peu partout dans la ville. Donc, on a identifié des lieux où on pourrait les développer en lien avec les comités de quartier, en lien avec les habitants du quartier pour que ça cohabite bien avec l'ensemble des habitants. Et puis, on porte un projet assez important dans le domaine du sport qui allie le sport et la formation. On souhaiterait développer un pôle de formation universitaire dans le domaine du sport et pour cela, s'appuyer sur le pôle Michel Veil, évidemment, mais aussi sur l'université
l'Université de Montpellier pour développer des filières d'excellence dans le domaine du sport, notamment l'entraînement sportif, des filières type BPGEPS pour l'entraînement sportif. Et ça, c'est un projet qui est porté par un de mes colistiers, Florian Brito, qui est un poloiste à 7, voilà, qui a fait une carrière de haut niveau dans le water polo, au Dauphin de 7, puis à 7 natation, et qui porte ce projet-là, parce que ça permettrait finalement de garder les jeunes talents sétois à 7, de leur permettre de développer des compétences dans la formation et dans l'entraînement, et d'être en lien avec les associations de haut niveau que l'on a à 7 et qui font la renommée de notre territoire. Sujet sensible maintenant qui change un petit peu de thématique. La situation à l'île de Thau, mais plus largement dans les quartiers prioritaires de la ville et notamment en centre-ville aussi, les 2 quartiers prioritaires de la ville. Insécurité, narcotrafic, ça inquiète beaucoup les habitants de ces quartiers-là, mais plus largement tous les habitants de la ville. Quelle est votre position déjà par rapport à ça? On a vu aussi le phénomène de la DZ Mafia, ça inquiète beaucoup les gens. Vos propositions et votre position par rapport à ça? Alors, on l'a dit en conseil municipal, on a considéré que la position de Monsieur Marquez, qui s'est félicité d'augmenter les effectifs de police municipale, on s'est interrogé sur quel est le message derrière qu'il fait passer. Parce que pour nous, la réponse au narcotrafic ne passe pas par la police municipale. Et d'ailleurs, c'est pas pour nous, ça ne devrait pas passer par la police municipale. Ça devrait passer avant tout par, et c'est ce que nous porterons nous, une demande d'augmentation des effectifs de la police nationale. Actuellement, au commissariat de Sète, il y a une seule personne spécialisée dans le domaine du narcotrafic. Ça ne suffit absolument pas. Pour régler ce problème-là, il y a un sous-effectif de la police nationale au commissariat de Sète. Donc nous le porterons de manière forte. Nous irons négocier avec l'État, avec les habitants des quartiers concernés, pour retrouver un commissariat de police de proximité, notamment dans le quartier de l'île de Thau, sur ce problème-là en particulier. La police municipale, elle doit être centrée sur ces missions de police de proximité, du quotidien, de médiation, de prévention, mais c'est absolument pas ses compétences, sa formation, son métier que de lutter contre le narcotrafic. C'était ma prochaine question par rapport au commissariat de proximité à l'île de Thau. Il y a eu beaucoup de débats dessus, notamment en conseil municipal où vous avez intervenu. Vous êtes pour depuis le début. Vous rejoignez du coup toute l'opposition, mais pas la majorité. Ce sera quelque chose qui changera dans tous les cas, s'il y a un changement en tout cas de gouvernance à la ville de Sète. Moi, j'ai été très étonnée lors du dernier conseil municipal d'entendre une membre de l'équipe en place dire que les habitants du quartier de l'île de Thau ne veulent pas d'un commissariat de proximité dans leur quartier. Ça, j'ai été vraiment très étonnée de l'entendre. Et ça ne reflète absolument pas les attentes des habitants du quartier. Je crois qu'il y a eu ces 3 dernières années une mobilisation sous la forme d'un collectif d'habitants du quartier qui se sont mobilisés et organisés sur ces questions de sécurité. Et ils ont beaucoup dialogué avec les habitants, ils les ont entendus et la principale demande qu'il ressort, c'est un commissariat de proximité. La disparition du commissariat de proximité dans le quartier date de 2007. C'était sous le mandat Sarkozy. Donc, c'est une politique de droite qui l'a fait disparaître. La sécurité, c'est pas une question de droite ou de gauche. La sécurité, c'est un droit fondamental pour tous et toutes de se sentir en sécurité partout, quel que soit le quartier dans lequel on habite. Donc, nous, effectivement, on porte cette proposition depuis longtemps. Au micro de Zetounian. On change de thème, on va passer à quelque chose de plus joyeux. La Saint-Louis, la fête de tous Sète, la fête de tous les Sétois. La question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'il y aura des modifications dans l'organisation, comme il y a pu avoir notamment cet été, quelques modifications. Si vous êtes élu maire de Sète, y aura-t-il des changements ? Alors, cet été, ce qu'on a pu remarquer, c'est que dans même les mots utilisés par Monsieur Marquez, il semblait y avoir un tournant par rapport à ce que la Saint-Louis avait pu devenir ces dernières années. Je crois que Monsieur Marquez, en mettant l'accent sur les traditions, en mettant en avant les vainqueurs de la Saint-Louis, il a voulu revenir à quelque chose de plus proche de ce que
Sétois et les Sétoises attendent de la Saint-Louis. Et pour ça, on est assez en phase avec lui. Je pense qu'en creux, il a voulu nous dire que sous l'ère Comnène, la Saint-Louis était devenue un petit peu bling-bling, ou un petit peu, voilà. Enfin, ça correspondait plus exactement à ce qu'on pouvait attendre d'une fête populaire et d'une fête traditionnelle à Sète. Donc, pour cela, on s'inscrit assez en phase avec lui. Nous, évidemment, on continuera à soutenir la coordination des joutes dans l'organisation de cette fête, qui est une fête très importante pour les Sétois et les Sétoises. Ce que l'on propose, c'est de la faire revivre dans tous les quartiers. Il existait autrefois, à l'occasion de la Saint-Louis, des fêtes dans tous les quartiers. Un corso à l'occasion de la Saint-Louis que les habitants organisaient eux-mêmes. C'était des festivités et des événements dans tous les quartiers. Et nous, on propose de le refaire vivre. Pas au détriment de ce qui se passe autour du Canal Royal, mais vraiment pour que tous les habitants s'imprègnent de cette fête. Les corsos, on les réhabilitera. Avant, il y en avait 3 dans l'année. Il y en avait un organisé à l'occasion de Noël, la parade de Noël, et puis un autre organisé par les écoles, avec les parents de la ville, etc. Donc voilà, ça, on veut le réhabiliter parce que c'était vraiment des moments de fête populaire. La Saint-Louis, je serai aussi une fervente défensrice des femmes jouteuses à la Saint-Louis. Je crois que... Il me semble que vous avez été, on peut peut-être faire une petite parenthèse pour en parler, vous avez été une des premières à jouter sous la bannière de la Jeune Lance Sétoise, si je ne me trompe pas. Oui, c'était un défi de copine, on va dire. Vous avez même, si je ne me trompe pas, parce que j'ai quand même pas mal de connaissances joutes, il me semble que vous avez quand même gagné au moins une fois. Pas la Saint-Louis, non. Non, pas la Saint-Louis, mais je veux dire un tournoi de joute. J'ai gagné un tournoi de joute, il me semble que c'était à Ballaruc. Oui, il faut quand même le mettre en avant. Avant le Covid, j'ai jouté quelques saisons, oui. On a été avec quelques copines, pas les premières, parce qu'il y a eu des jouteuses dans l'histoire, mais à relancer en tout cas les joutes féminines à Sète. Et on a été ravis de le faire, et je suis ravie de voir que ça se poursuit. Moi, j'ai arrêté après avec le Covid, et après j'ai été enceinte quand j'aurais pu reprendre. Donc évidemment, je n'ai pas repris depuis. Mais oui, je serais ravie, heureuse de voir toujours plus de femmes jouter pour la Saint-Louis, de femmes s'inscrire dans les sociétés de joute. Et ça, en tant que ville, on pourra aussi... Il y a eu un beau tournoi cet été. Oui, très beau tournoi. Avec Carmen Di Rosa notamment, qui avait fait une très belle performance. Voilà, qui faisait partie de ce groupe, effectivement, qui m'a motivée à monter sur la Tintaine. Ouais. La Saint-Louis, il y a une crainte qui revient ces dernières années, mais qui est là de plus en plus. C'est une crainte de ce développement d'une Saint-Louis un petit peu feria, style feria de Béziers, feria de Bayonne. C'est pas du tout le souhait des Sétois. Quelle est votre réaction par rapport à cette rumeur-là, justement, de... C'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'on est assez en phase avec ce qu'a dit M. Marquez et le ton qu'il a voulu redonner à la Saint-Louis cette année. Et pour le coup, on a beau être des opposants politiques, sur ça, on se retrouve assez bien. Le fait qu'on remette en avant les traditions, je crois aussi que le fait qu'on remette en avant un spectacle de rue, comme on l'a connu là, devant sur le canal, avec un spectacle son et lumière populaire, ouvert à tous, ça, c'est vraiment l'esprit Saint-Louis, et il faut le poursuivre dans les prochaines années. Donc, je suis d'accord, je pense qu'il a voulu nous dire en creux que oui, sous l'ère Comnène, il y avait eu quelques dérives dans ces termes-là, et qu'il faut retourner à un esprit plus Saint-Louis, un esprit de tradition, un esprit populaire, et oui, plus local. Ouais. Les gens ont peur, mais à la fois, ça a un côté positif, puisque ça développe aussi la Saint-Pierre, on peut aussi en parler, qui est une fête, bien sûr, sétoise, mais beaucoup plus intimiste, beaucoup plus entre Sétois. C'est ce qu'était la Saint-Louis jusqu'à présent. La Saint-Louis, maintenant, c'est ouverte à la fête de Sète, mais surtout aux amoureux aussi de Sète. Et donc, ça, forcément, vu qu'il y a beaucoup d'amoureux de Sète, ça élargit le monde. Cette Saint-Pierre-là, alors, un mot sur la Saint-Pierre ? La Saint-Pierre, c'est une fête aussi, évidemment, très inscrite dans l'histoire de la ville et dans la vie quotidienne des Sétois. Je pense que je ne verrai rien à modifier actuellement à la Saint-Pierre, qu'elle soit une fête de rassemblement, que l'ensemble des Sétois et des Sétoises s'y retrouvent, que les jouteurs et les jouteuses s'y retrouvent, et que oui, c'est une fête, évidemment, à valoriser dans notre patrimoine vivant de notre ville. Nous avons parlé des 2 grands rendez-vous de l'été qui attirent beaucoup de monde. Justement, le monde, on va en parler. Le tourisme, c'est un débat infini à Sète. C'est un phénomène qui
à la fois fait vivre la ville grâce au commerce notamment, mais qui pose aussi beaucoup de débats et de questionnements sur les embouteillages et sur la surpopulation estivale. Ces dernières années, il y a du tourisme toute l'année, mais il y a quand même eu un surtourisme l'été. Quelle est votre réaction par rapport à ça et vos propositions plus générales sur le tourisme sétois? Oui. Le tourisme continue à se développer. Même s'il s'étale sur l'année, il y a toujours plus de touristes à l'année. On le voit sur sur les chiffres donnés par l'Office de tourisme. Donc, on a beau chercher à l'étaler, il y a quand même ces pics en été. Alors, ces pics-là en été, ils posent des conséquences sur notre vie quotidienne. On l'a vu sur l'accès au logement, évidemment, sur les déplacements quotidiens, sur les bouchons, ça pose aussi des questions parfois de sécurité, sur nos ressources en eau aussi. Vous avez vu qu'en 2023, pour la première fois, c'est historique, notre ressource en eau d'Isanka s'est tarie. L'usine de potabilisation s'est arrêtée. On a dû acheter massivement de l'eau, chère d'ailleurs. Et donc, ça pose un problème de se dire que dans l'avenir, est-ce que ce modèle est durable? Est-ce qu'on va pouvoir accueillir toujours plus de population en été lorsque notre eau va se faire de plus en plus rare et chère? Donc, nous, ce qu'on propose, c'est effectivement de repenser ce modèle-là, un tourisme plus durable, poursuivre cette politique d'étalement sur l'année par de la communication ciblée sur les saisons automne et printemps, mais réduire les pics touristiques, réguler la circulation, je l'ai dit tout à l'heure, par des parkings relais aux entrées de ville pour les visiteurs, qui ensuite prennent des bus réguliers pour accéder au centre-ville, qui sont baladés sur les canaux pour rejoindre le centre-ville. C'est quand même aussi, je pense, agréable quand on est touriste d'arriver dans une ville par le canal. Donc ça peut être un atout en fait touristique de développer ce genre de choses. Et puis il faut penser aussi à un tourisme populaire parce qu'actuellement il n'y a plus que le Lazaret qui permet d'accueillir par exemple des jeunes. On n'a plus d'auberge de jeunesse. Nous on propose de remettre une auberge de jeunesse à 7. Ça c'est très important. Et puis tourisme durable, c'est aussi inciter les acteurs du tourisme, les hôtels, les restaurants, les bars à avoir des sortes de meilleures pratiques vis-à-vis de l'économie en eau, économie d'énergie, tri des déchets. Donc, on instaurera un label éco-responsable ou tourisme responsable pour inciter et pour valoriser les acteurs du tourisme qui mettent en œuvre ces gestes-là. Vous avez été vous avez été déjà une candidate, si je ne me trompe pas, puisque vous avez été candidate pour être tête de liste de cette liste Nouvelle Page pour 7. D'où ma question sur la démocratie participative. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler, Laura Seguin? Oui, alors déjà, j'ai déjà été candidate en 2020 sur la liste Alternative Sétoise et je suis conseillère municipale d'opposition donc à la ville et à l'agglo. Voilà. Et effectivement, durant tout mon mandat, moi, j'ai veillé à me faire le plus possible l'écho, le relais des interpellations, des demandes, des questions posées par les citoyens, par les associations qui m'interpellaient sur la vie municipale et sur les décisions qui étaient prises en conseil municipal. Au milieu du mandat, on a instauré ce qu'on a appelé les conseils municipaux alternatifs avec notamment Véronique Caloueba. C'est-à-dire qu'on faisait les conseils municipaux avant le conseil municipal. On discutait des points importants qu'il y avait à l'ordre du jour avec la population. On a réuni jusqu'à 200 personnes comme ça qui sont venues discuter avec nous des points à l'ordre du jour. Et puis nous, ensuite, on se faisait le relais de leurs interpellations au conseil municipal. Ça, c'était un bel exercice de démocratie, d'autant plus que les conseils municipaux à cette époque-là étaient en huis clos, se tenaient en huis clos dans l'enceinte de la mairie et n'étaient pas ouverts au public. Enfin, c'était pas un huis clos officiel, mais de fait, puisqu'on ne pouvait pas accueillir physiquement les gens, c'était une forme de huis clos. Donc nous, on a voulu ouvrir les conseils municipaux à la population. Et évidemment, si nous sommes élus, on les ouvrira largement à la population dans un lieu qui permet d'accueillir dans de bonnes conditions le public. On a fait le choix de la salle Liens aujourd'hui avec la municipalité marcaise. On verra si c'est le bon choix parce que finalement, la salle Liens, c'est intéressant parce qu'on se trouve dans un quartier à fort enjeu, celui de l'île de Thau, mais ça ne permet pas forcément l'accueil du public. En plus, si j'ai bien compris, juste pour revenir sur ça, on ne peut pas changer chaque conseil de quartier, par exemple. Ça aurait été quelque chose de bien. Tout le monde était d'accord sur ça. Si je ne me trompe pas, même Monsieur Marquez, vous, puis Monsieur Denaja et Monsieur Pacul, ça aurait été bien de pouvoir faire un conseil par quartier pour que les gens qui puissent pas forcément se déplacer à l'île de Thau, par exemple, le soir, parce que ça finit tard, pour rentrer après, il n'y a plus de bus, donc ils ne vont pas traverser la ville à pied.
Nous, Alors on que dans mettra des certains bus. quartiers, il y a moins de lumière. On mettra Voilà. des bus à la sortie des conseils municipaux Voilà. pour rentrer chez soi, quel que soit le lieu dans En lequel tout on cas, se trouve. il faut choisir un lieu. Donc, Il faut choisir un lieu, de préférence un lieu où on peut accueillir beaucoup de public, parce que ça intéresse beaucoup les conseils municipaux. Les gens les suivent en ligne, regardent les vidéos, ils nous font des retours, donc ça intéresse vraiment les gens. Ça, c'est, il y a un besoin, il y a un désir de démocratie dans cette ville. les gens en parlent beaucoup. Bah oui, bien sûr. Oui, oui. Et il y a eu des problèmes par rapport au conseil municipal, notamment la dernière fois où ça a duré presque 8 heures. Ça pose des questions d'équilibre, autant pour vous, les conseillers, que ce soit d'opposition ou de la majorité, et puis pour le public qui veut suivre ce qui se passe dans la ville, dans un conseil municipal qui est presque infini. Nous, on instaurera des conseils municipaux beaucoup plus réguliers. On trouve qu'un conseil municipal par mois ou un mois et demi, ça permettrait d'avoir des ordres du jour plus courts et donc de nous donner le temps, en tant qu'élus, d'approfondir les dossiers, de bien lire, d'en parler avec la population aussi, de trouver le temps d'en parler de manière plus qualitative avec les habitants et les habitantes avant les conseils municipaux. Et donc, voilà, en faire de manière plus fréquente, ça permettrait d'avoir des ordres du jour plus réduits, donc des conseils municipaux aussi plus réduits, et de favoriser aussi l'implication du public dans ces conseils. Dans quelques semaines vont avoir lieu les élections municipales. Vous êtes candidate. Mais dans un an, il y aura également les élections présidentielles. On va juste un tout petit peu en parler. Si vous deviez aujourd'hui donner un nom qui porterait votre message de 7 au niveau national, s'il y en a un ou pas, ou un mouvement au moins dans cette campagne présidentielle, ça a été beaucoup demandé par les jeunes. C'est pour mieux placer les candidats à 7 sur leurs idées politiques, l'échiquier politique, pour mieux comprendre où ils se positionnent. Forcément, si un candidat soutient le successeur d'Emmanuel Macron, on sait qu'il sera plus un électeur du centre ou de droite, voilà, pour mieux structurer. Quelle est votre position par rapport à ça ? Moi, ma famille politique, c'est pas une famille, c'est un rassemblement. C'est le nouveau Front populaire. Je ne peux pas donner un nom, mais ce que je désire fortement, c'est que ce nouveau Front populaire, il porte l'espoir lors des élections nationales qui vont arriver, les élections présidentielles, pour un vrai changement de cap à l'échelle nationale. Et moi, c'est dans ça que je me retrouve le plus. Donc le rassemblement de la gauche avec Oui. la primaire de la gauche organisée en octobre. Alors, est-ce que ce sera cette primaire-là qui va faire émerger ce candidat de rassemblement de toute la gauche et de tous les écologistes ? Si c'est le cas, eh bien, je suivrai avec attention cette primaire-là. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas de boule de cristal pour le deviner. Mais en tout cas, moi, ce qui me portera, c'est un candidat capable de rassembler l'ensemble des forces de gauche et écologistes, l'ensemble des forces progressistes, humanistes à l'échelle nationale. On passe à la question qui fâche. Je l'ai nommé comme ça. Je vais vous poser la question. J'ai fait le tour, vous m'avez bien sûr vu, de toutes les réunions publiques, de tous les meetings, de tous les candidats depuis le début de cette campagne et bien plus encore. J'ai pu voir avec les gens, discuter avec les gens, discuter des autres candidats, discuter des autres dynamiques et aussi de leur propre dynamique. Ce qui revient beaucoup sur vous, Laura Seguin, que ce soit de la part de la population, mais aussi des gens intéressés par la politique qui se déplacent dans les meetings pour écouter tous les candidats. C'est ce soutien de la France insoumise, on va un petit peu en parler. Ça bloque certaines personnes qui pourtant auraient été attirées et sont acquis par vos positions, notamment en conseil municipal. On en a parlé dans notre premier entretien qui a été écouté dans la première édition du Flash de campagne diffusé tous les mercredis à 18h sur RSL. Nous avons parlé justement de cette dynamique et de vos positions en conseil municipal. Est-ce que le soutien de la France insoumise pourrait être cette barrière-là à franchir le cap que Véronique Kalueba était si proche de passer il y a 6 ans ? Véronique Kalueba, il y a 6 ans, sa contrainte, sa barrière, c'était le Parti communiste. Bon, aujourd'hui, pour moi, manifestement, en tout cas pour mes adversaires de droite, principalement, c'est la France insoumise. Moi, c'est une liste de rassemblement, d'union citoyenne de gauche et écologiste, qui rassemble des citoyens qui ne font pas partie de partis politiques et qui rassemble des citoyens qui font partie du Parti communiste, des écologistes et de la France insoumise. Donc c'est une liste de rassemblement. Moi, je n'appartiens à aucun parti. Voilà, Je
porte ce que cette j'allais vous dynamique. demander juste Oui. après. Voilà. Moi, je n'appartiens à aucun parti, je n'ai jamais été encartée. Jamais été encarté. Voilà. Mais je porte cette dynamique collective et de rassemblement de quasi toutes les forces de gauche. Maintenant, la France Insoumise, dans notre liste, c'est 6 candidats. Il y en aura 4 éligibles, 2 non éligibles. Et on a construit notre programme ensemble. On a vraiment collaboré, travaillé ensemble pour construire les propositions les plus adaptées à la ville de Sète. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu d'imposé d'en haut. Pour aucun des partis d'ailleurs. On parle souvent du désarmement de la police municipale. C'est absolument pas dans notre programme. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je crois que ce n'est pas un épouvantail, et ça, je peux le dire à travers le résultat de notre grand meeting qui s'est tenu il y a 2 semaines. On a rassemblé plus de 800 personnes dans cette salle Georges Brassens. Je pense que si vraiment il y avait une peur d'un des partis qui composent notre liste, on n'aurait pas rassemblé aussi largement. On n'aurait pas cette dynamique actuelle qui nous porte, parce que vraiment, on se sent très soutenu dans la ville. Je pense que la France Insoumise, comme les autres partis, représente pour nombreux électeurs un programme de justice sociale, de transition écologique, de lutte contre les inégalités qui sont aujourd'hui beaucoup trop importantes dans notre société. Et je pense que ça porte et que ça c'est brandi comme un épouvantail pour la droite, mais pour nos adversaires. Mais c'est vraiment quelque chose qui, au contraire, porte un message de meilleur, d'une société meilleure pour demain. Donc vraiment, je ne le vois pas comme quelque chose qui va être une contrainte pour notre candidature commune. Vous êtes la représentante, en tout cas à l'heure actuelle, de cette nouvelle génération de la gauche sétoise. Il y a une ambition particulière sur ces dernières élections-là de placer des jeunes au premier plan. C'est ce qui est visible factuellement avec votre candidature cette fois-ci, la candidature de Gabriel Blasco aux législatives à 2 reprises, aux élections départementales accompagnées de l'expérimenté que j'ai pu interviewer pendant sa carrière, Véronique Kalueba. En fait, il y a cette dynamique-là de mettre des jeunes en avant, et ce sera aussi le cas pour les prochaines échéances qui arrivent assez rapidement. Il y a les élections départementales et régionales qui ne vont pas tarder à arriver. Bon, ce n'est pas d'actualité, mais enfin, il faut commencer à le voir venir. De mettre en avant, des jeunes, c'est l'avenir de notre ville, mais aussi de mettre en avant des Sétois d'hier et des Sétois d'aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis pour l'image que nous donnons à travers cette liste, c'est ça, c'est la Sète d'aujourd'hui. Sète est faite de Sétois et de Sétoises qui habitent ici depuis des générations, et de Sétois et de Sétoises qui ont choisi Sète, plus ou moins récemment. Et c'est ça, notre liste, elle reflète bien cette diversité-là. Et ces engagements-là pour notre ville, choisir sa ville, choisir d'y vivre, c'est aussi précieux que d'y être né et d'avoir quelque chose à dire sur sa ville. Toutes les générations et toutes les origines réunies dans une seule et même liste, celle de la nouvelle page, des nouvelles pages pour Sète. Question importante, elle me vient plus tout d'un coup. C'est si vous deviez poser une question à un autre candidat ou à un autre candidat, puisque vous êtes la seule femme candidate, j'avais l'habitude de dire ça, c'est pour ça, à un autre candidat, ou de faire une remarque à l'ensemble ou à un candidat en particulier, ça serait quoi? C'est une question, c'est là la question piège. Et la question qui fâche, qui suit de la question piège. Ouais. C'est... Moi, j'aimerais vraiment qu'ils me démontrent en quoi leur programme est un vrai changement de cap pour la ville, parce que vraiment l'accès au logement, les déplacements, les inégalités qui se creusent, il faut vraiment un programme de rupture pour pouvoir faire face à ces enjeux-là pour l'avenir. Et donc, la question que j'ai à leur poser, c'est quelles sont concrètement les mesures qui vont me dire qu'il y a un changement de cap, il y a un avenir désirable pour notre ville, pour remettre l'humain avant les intérêts financiers, se débarrasser de l'affairisme, du clientélisme et de l'entre-soi qu'on a connu depuis 24 ans. Donc qu'ils me démontrent que ça, dans leur programme, ils y mettent fin. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin. Vous pouvez expliquer et motiver avec un message, un mot que vous pouvez laisser passer aux Sétoises et aux Sétois pour qu'ils aillent voter, premièrement, et puis deuxièmement, bien sûr, pour vous, c'est votre souhait. En tout cas, je vous laisse la parole.
Eh bien là, c'est les dernières semaines de la campagne. Donc on a la force de notre mouvement de Nouvelle Page pour 7, c'est le nombre de militants et de militantes qui vont tracter, qui vont faire du porte-à-porte, qui vont sur les marchés, qui vont devant les écoles pour porter notre programme, pour porter les propositions pour notre ville. Donc si j'ai un mot à dire, c'est de rejoindre ce mouvement, de rejoindre cet élan collectif parce que y a que comme ça qu'on y arrivera. Et ce qu'on démontre actuellement par nos formes de démocratie participative, d'implication citoyenne, eh bien, si nous sommes à la ville demain, nous le ferons vivre en permanence. Cette idée de démocratie permanente, j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire que moi, je les encourage à aller voter pour qu'ils retrouvent enfin le pouvoir de décider de l'avenir de leur ville, le pouvoir de participer aux décisions pour leur ville et pour un avenir désirable à Sète, pour que les jeunes, les familles, les travailleurs puissent rester vivre à Sète. Merci beaucoup Laura Seguin d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très vite sur RSL. Love.